Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. 6 semaines après la liquidation de SeaFrance, la compagnie de ferry LD Lines a repris le flambeau sur la ligne Calais-Douvres. L'inauguration de la liaison a eu lieu hier avec le Norman Spirit qui effectuera 5 traversées par jour. La compagnie assure avoir embauché 130 personnes, parmi lesquelles 115 ex-salariés de SeaFrance. Sa silhouette est bien connue des Boulonnais. Pendant un an, jusqu'en septembre 2010, le Norman Spirit de la compagnie LD Lines a assuré les liaisons Boulogne-Douvres avant de quitter définitivement le port. Aujourd'hui, c'est à Calais qu'il reprend du service, à la place laissée vacante par la liquidation de SeaFrance. Le Norman Spirit, ferry de LD Lines, a effectué sa première traversée Calais-Douvres et il assurera désormais 5 rotations par jour. Aujourd'hui, nous sommes heureux de redéployer le pavillon français sur le détroit, puisque ce n'était plus le cas. Il n'y avait plus de navires sous pavillon français sur le détroit. Donc nous sommes heureux et fiers de pouvoir le faire. Et effectivement, la logique de notre projet s'inscrit sur un développement du pavillon français de façon pérenne. Car le consortium Louis Dreyfus Armateur, associé au danois DFDS, s'engage à naviguer avec des marins français et en majorité des ex-SeaFrance. Nous avons embauché 115 anciens de SeaFrance sur les 130 que compte aujourd'hui notre organisation à Calais. Ce chiffre augmentera avec l'arrivée du second navire. Nous espérons pouvoir annoncer dans les prochains jours la date d'arrivée de ce nouveau navire. Et à terme, nous atteindrons donc 300 emplois à Calais, 230 navigants et 70 sédentaires. Pour Françoise Monfrégola, c'est une page qui se tourne. Pendant 20 ans, cette jeune femme a travaillé comme agent d'escale chez SeaFrance. Depuis une semaine, elle a retrouvé du travail chez LD Lines. J'ai été embauchée vendredi dernier, le 10 février, pour un CDI, un contrat à durée indéterminée, avec le même rythme de travail que j'avais auparavant, et puis avec des conditions salariales même meilleures, puisque j'ai un poste avec une responsabilité supérieure. Moi, j'ai quand même une pensée pour tous ceux qui sont sur le bord de la route, et ils sont nombreux. Donc j'espère pour eux le meilleur pour l'avenir, je leur souhaite beaucoup de courage. Sur la liaison maritime Calais-Douvres, 2 compagnies se partagent désormais le marché. Le britannique P&O et le consortium Louis Dreyfus DFDS. Les bateaux de SeaFrance, hélas, regardent les ferries passer en attendant d'être revendus pour un nouveau destin. Le ras-le-bol des commerçants de Belfort en Franche-Comté. Depuis le début de l'année, la Cité du Lion enregistre une dizaine de vols à main armée. Face à cette recrudescence des braquages, plusieurs dizaines de CRS vont faire leur apparition dans le centre-ville dès lundi. Mardi dernier, un homme cagoulé menace un employé de ce bureau de poste. Il ressort quelques minutes plus tard avec la caisse. C'est le 11e braquage en moins de 2 mois dans le territoire. Quelques jours plus tôt, c'est ce supermarché situé juste en face qui est visé. À une centaine de mètres de là, la bijouterie Claudine subit le même sort au mois de janvier. La propriétaire reste aujourd'hui très choquée. Je n'ai plus rien, ils ont tout pris. Ils ont pris tout l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris les bijoux argent. Quand je dis l'argent, c'est les bijoux argent, l'argent il n'y en avait pas. C'est un traumatisme, je pense qu'il faut y passer pour savoir. Parce que moi, j'ai des collègues qui ont vécu ça. Mais jamais je pensais que ça pouvait être aussi dur. Pour le préfet du territoire, la situation de ce début d'année est inédite, d'où une série de mesures. Je prolonge le dispositif de sécurité des commerces de fin d'année. Je demande le redéploiement des patrouilles, notamment de VTT, à proximité des commerces. Et j'ai demandé et obtenu un renfort de force mobile qui sera présent sur Belfort dès la semaine prochaine. Comme dans le pays de Montbéliard, la recrudescence des braquages inquiète les commerçants. Des commerçants qui se demandent qui sont les auteurs de ces faits. S'il y a un qualificatif qu'on ne peut pas employer, c'est l'organisation. Bon, c'est du quasi instinctif. C'est pas, on n'est pas dans des professionnels chevronnés. Ce peut être une même bande ou pas? Non, il y a au moins trois équipes différentes. L'an passé, une vingtaine de braquages ont été recensés dans le territoire de Belfort. C'est ce qui s'appelle être suivi à la trace. Dans les Bouches-du-Rhône, le casino d'Aix-en-Provence a mis en place un nouveau système de sécurité pour lutter contre les attaques à main armée. Ce dispositif expérimental marque les voleurs avec un ADN de synthèse.
Avis aux braqueurs, voyous ou autres malfrats, ici en cas de hold-up, vous serez douché et marqué pendant 6 mois. Un liquide mis au point par des chimistes de haut vol qui s'apparente à de l'ADN tellement il est technologique. Ce liquide est une solution aqueuse, c'est un liquide de marquage qui est composé en fait de fluoricine et de quelques composants chimiques qui permettent d'avoir une signature qui identifie un lieu et le cas échéant lors d'un marquage d'un individu permettra d'identifier l'origine du lieu où l'individu a été marqué. Une pluie fine indétectable, visible ici pour les besoins de la démonstration avec des lampes spéciales. Une seule microtrace prélevée sur un suspect et la police sait où et quand le braquage a été fait. Les services de police et de gendarmerie sont équipés de lecteurs permettant de déterminer la traçabilité du produit. C'est un élément de preuve supplémentaire, voilà ce que je dis surtout. C'est un élément de preuve qui démontre la participation de cette personne, compte tenu de ses vêtements ou de la trace qu'il peut avoir sur lui, au délit en question. Dans le casino, le nombre et la disposition des asperceurs restent confidentiels. Un dispositif expérimental, c'est le deuxième mis en place en collaboration avec la police, après un centre commercial de Seine-Saint-Denis. Les délinquants sont en insécurité lorsqu'ils viennent chez Partouche pour se livrer à des activités répréhensibles. Maintenant, je ne vais pas vous donner la carte de France, je ne vais pas vous dire où il y en a, combien il y en a, ce n'est pas le but. Le but, c'est de réinstaller le casino dans un environnement festif. Le système ultra secret permet même de cibler uniquement les braqueurs et d'éviter l'aspersion des clients. Une technologie inventée par un ancien agent secret du MI5 et prouvée chez nos voisins anglais depuis 1993. Arrivé en France il y a 3 ans, des bijoutiers et même des particuliers en sont déjà équipés. Christian Iacono reste en prison. La juge d'application des peines s'est prononcée pour sa libération conditionnelle, mais le parquet de Grasse a fait appel. L'ancien maire de Vence est donc maintenu en détention. Son petit-fils, à l'origine de sa condamnation pour viol, a pourtant retiré ses accusations à plusieurs reprises, mais la justice ne semble pas l'entendre. Aussi, il a décidé d'entamer une grève de la faim pour réclamer la libération de son grand-père. J'arrêterai de manger jusqu'à temps qu'on m'écoute et si on ne m'écoute pas, on me retrouvera à l'hôpital ou à la morgue. Aujourd'hui, c'est la seule solution que je vois aujourd'hui pour essayer de me faire entendre une bonne fois pour toutes. La seule vérité, c'est que j'ai menti quand j'étais un gosse et j'assume totalement mes actes, même s'ils sont abominables et cruels, je les assume et aujourd'hui, j'essaye de réparer mes erreurs que personne, mis à part vous, a envie d'entendre. La prochaine audience est prévue le 13 mars. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence décidera alors du maintien en prison ou de la libération de Christian Iacono. Émotion et recueillement à Dunkerque, près de 1500 personnes ont assisté aux obsèques de Nino, Léo et Amy. Ces 3 enfants âgés de 17, 15 et 6 ans, tués par leur père la semaine dernière. Dans le cortège, des amis, des anonymes, mais aussi des lycéens et des collégiens, proches des 3 jeunes victimes poignardées par leur père qui s'est ensuite donné la mort. Récemment séparé de sa femme, il n'aurait pas supporté cette rupture. L'enquête se poursuit au lendemain de la découverte du corps d'un jeune châtelain belge dans un bois de la région de Bruges. Le cadavre était dissimulé dans un puits. L'homme de 34 ans avait disparu le 31 janvier dernier dans de mystérieuses circonstances. 3 personnes ont été inculpées pour meurtre, parmi lesquelles le beau-père et le beau-frère de la victime. Le châtelain était en conflit avec sa belle famille qui s'opposait à son projet d'aller vivre en Australie avec sa femme et ses 4 enfants. La roche a tapé sur le tas de sable, a fait un bond pour retomber sur cet impact, là, et pour retomber sur le bâtiment, la salle de musculation du rugby. Grosse frayeur à Saint-Rambert en Bugey dans l'Ain. Des blocs de pierre de plus de 5 tonnes se sont détachés de la falaise et ont dévalé plusieurs centaines de mètres, causant de gros dégâts matériels. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Le dégel est à l'origine de ces chutes de pierre impressionnantes. La Suisse veut-elle appliquer la préférence nationale en matière d'emploi? Aux hôpitaux universitaires de Genève, en tout cas, le directeur général souhaite privilégier l'embauche de cadres genevois au détriment des frontaliers, une décision qui suscite une vive polémique. Malaise à l'hôpital, ça pourrait être le titre de l'une de ces séries télévisées, sauf que la scène a bien eu lieu ici, aux hôpitaux universitaires de Genève, vendredi dernier, en pleine séance de travail entre le directeur général et ses collaborateurs. Contacté par téléphone, Bernard Gruson assume ses propos et explique. Il y a 165 responsables d'unité, il y en a 110 qui sont frontaliers. Alors j'ai estimé qu'il était nécessaire de rétablir une forme d'équilibre.
Je voulais que les résidents genevois sachent qu'ils ont aussi toutes leurs chances et que donc pendant une certaine période, on demanderait un peu plus de résidents genevois. C'est une petite affaire de rien du tout. Je ne comprends pas pourquoi ça met tout le monde en émoi. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Une petite affaire, selon le directeur, mais des propos qui ne sont pas passés inaperçus pour l'ensemble des salariés de l'hôpital, mais aussi des élus de l'autre côté de la frontière. J'ai été étonné aussi des propos du président du Conseil d'État ce matin, qui dit pour être bien un bon médecin ou un bon cadre hospitalier, il faut habiter à Genève pour bien connaître le milieu. Mais alors, bien sûr, mais alors il faut construire. Pourquoi est-ce que Genève ne construit pas? Et pourquoi est-ce que ceux qui sont responsables de ce retard dans la construction sont-ils en train de stigmatiser ceux qui habitent en France? D'un côté de la frontière, l'emploi et de l'autre, le logement. Difficile d'assumer un tel déséquilibre. Pourtant, Genève et le canton ont approuvé et signé des accords bilatéraux stipulant la libre circulation des biens et des personnes, aujourd'hui fortement remise en question pour certains. Aujourd'hui, on pratique une politique à Genève qui est discriminatoire, qui ne respecte pas les accords bilatéraux ratifiés avec l'Union européenne. Et par rapport à ça, bien entendu, que nous allons intervenir auprès de la Commission européenne. Et pendant ce temps, la construction d'un territoire commun que l'on appelle ici l'espace franco-valdo-genevois est on ne peut plus à l'ordre du jour. Une action commune franco-suisse de formation du personnel soignant est d'ailleurs en cours. C'est aussi ça, la réalité de terrain. Militaires ou civils, ils ont été exposés aux essais nucléaires menés par la France entre 1960 et 1996. En Corse, 2 de ces vétérans demandent aujourd'hui réparation. Ils ont déposé une demande d'indemnisation auprès du tribunal administratif de Bastia, un vrai parcours du combattant. Il a fallu se mettre en rapport avec l'armée, obtenir copie du livret militaire, etc., etc., etc. Je veux dire, c'est pas si évident que ça. Et une fois qu'on a monté tous les éléments du dossier, on le dépose. Et puis alors on se trouve face à l'administration qui est ce qu'elle est et qui va toujours essayer de prouver qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. Une requête rendue possible par la nouvelle loi qui établit une présomption de causalité entre l'exposition à des essais nucléaires et l'apparition de certaines maladies. Pierre Perret était en concert hier soir à Besançon où il a interprété certaines de ses chansons avec une trentaine de collégiens. Des choristes d'un soir qui ont eu la chance de monter sur scène mais aussi de recevoir la visite de l'artiste dans leur collège. Une belle rencontre humaine et musicale. Bonjour la foule. Bonjour. Le moment tant attendu est enfin arrivé, la récompense après des mois de travail et de répétitions acharnées. Il vous a beaucoup torturé? Oui. 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 Et vous vous êtes laissé faire? Non. Avant ce rendez-vous si important, la plupart des élèves ignoraient qui était Pierre Perret, mais en apprenant ses chansons, ils en ont fait leur vedette. Tous les ans, je voudrais que ça recommence. Yukadi, Adi, Aïda. Ce qui me fait le plus peur, c'est de rencontrer Pierre Perret quand même, parce que c'est la première fois que je rencontre une star, donc... Toi, est-ce que tu le connaissais? Bah non, pas trop. Et ses chansons? Je ne connaissais qu'une. Laquelle? Le Zizi. Pendant le concert, les petits chanteurs de Victor Hugo entonneront 3 grands classiques du chanteur, mais c'est une composition maison qu'ils ont offert en cadeau à un Pierre Perret très ému. Tous nos secrets, c'est comme un grand jardin. Moi, ça me touche infiniment et c'est une des plus belles choses qui m'arrive quand je vais inaugurer des écoles qui portent mon nom, etc. J'en suis presque à la 25e maintenant. Et moi, je craque quand j'ai des enfants de 4 ans qui sautent à mon cou et qui me disent « Pierre Perret, je t'aime ». Voilà, j'aime bien quand même. Non ? Des petits mots doux, des petits gestes tendres, bref, un vrai moment intime. Sauvés in extremis de la vague de froid qui a touché la France dans l'Aude, une cinquantaine de flamants roses ont été relâchés sur les étangs de Gruissant après avoir été soignés par les bénévoles de plusieurs associations de protection de la nature. Le premier réflexe a été de prendre un bain. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris de bain et donc là ils en ont profité. Puis maintenant qu'ils sont au bord des étangs, donc théoriquement ils sont hyper gavés, donc là ils n'ont pas trop faim, mais après ils vont commencer à se nourrir. Et une cinquantaine de flamants roses avaient été retrouvés morts le 8 février dernier, victimes des températures glaciales. Tout de suite, votre édition des initiatives.